Bonjour. Depuis cette nuit, on se bat en Jordanie, c'est la guerre entre les forces du roi Hussein et les Palestiniens. On se bat un peu partout dans le pays, aussi bien à Karak, à Amman, à Zarqa qu'à Irbid. Il semble même que les troupes irakiennes qui étaient stationnées en Jordanie seraient intervenues dans le conflit aux côtés des Palestiniens. Mais pour l'instant, la nouvelle n'est pas confirmée. Ce qu'on sait, c'est que les Palestiniens ont demandé l'intervention des Irakiens et que le gouvernement irakien aurait donné l'ordre à ses troupes d'intervenir sans que l'on sache si ces troupes sont effectivement intervenues dans les combats. À Amman, en ce moment, les blindés jordaniens essaient de déloger les Palestiniens de certains secteurs de la ville qu'ils occupent. Les combats sont particulièrement violents. Il semble aux dernières nouvelles que les Fédayines aient réussi à occuper la grande poste de la ville. Il semble aussi que la ville d'Irbid, vous voyez, dans le nord du pays, soit maintenant totalement contrôlée par les Palestiniens. Mais tout d'abord, de Beyrouth, les dernières nouvelles par notre correspondant Bernard Lano. L'épreuve de force est cette fois déclenchée. À Amman et dans les principales villes du royaume, Irbid, Salt, Zarqa, soldats jordaniens et commandos palestiniens sont aux prises. L'affrontement se poursuit au moment où je vous parle. L'armée jordanienne tire à vue sur toutes les maisons où se sont retranchés les Fédayines. Amman étant isolé du reste du monde, communications téléphoniques interrompues, aéroports et frontières fermées, il est difficile de se faire une idée exacte de ce qui s'y passe. On en est réduit à l'écoute de la radio jordanienne et de celle de la résistance palestinienne qui émet de Syrie et d'Irak. Ces deux pays ont promis leur appui inconditionnel aux Fédayines et ont sommé le roi Hussein de mettre un terme à la répression. Le fait est important, surtout en ce qui concerne l'Irak, qui dispose de quelques 12 000 hommes en armes sur le territoire jordanien. La radio de la résistance palestinienne multiplie ses appels à l'armée irakienne et invite les officiers jordaniens à désobéir au roi et à se joindre à la résistance. C'était Bernard Lano qui vous parlait de Beyrouth. À vous Paris. Oui, comme vient de nous le rappeler Bernard Lano, il est difficile de savoir exactement ce qui se passe, mais avec Gérard Sebag, nous avons essayé de faire le point des événements de ces dernières 24 heures. Gérard Sebag, comment les choses en sont venues là? Minuit 9 minutes, Radio Bagdad et Radio Damas, appui total à Yasser Arafat contre Hussein. 6 heures 6 minutes, le roi Hussein donne l'ordre aux blindés de faire mouvement vers le centre d'Amman. 6 heures 18 minutes, l'artillerie fédayine ouvre le feu sur le commandement jordanien. 6 heures 54, pour Radio Damas, la guerre civile a éclaté en Jordanie. 7 heures 10, l'OLP de Beyrouth annonce que l'avance des blindés vers le centre d'Amman est arrêtée. 8 heures 19, couvre-feu dans tout Amman et ses environs, toute personne aperçue dans la rue sera abattue sans sommation. 8 heures 45, dans un message radiodiffusé, le maréchal Majali, chef des armées jordaniennes, demande de liquider tous les centres de Fédayines. 9 heures 18, la Syrie lance un avertissement à la Jordanie. Cessez toute action contre les Fédayines où nos forces interviendront. 10 heures 59, selon Radio Amman, les forces jordaniennes sont maîtres de la situation dans les principaux quartiers de la capitale. 11 heures, les Fédayines annoncent la prise de la ville jordanienne de Karak dans le centre du pays et celle de Zarqa dans le nord. 11h05, pour Radio Damas, plusieurs quartiers d'Amman sont toujours entre les mains des Fédayines. Vous savez que l'une des raisons de cette guerre est la volonté du roi Hussein de rétablir son autorité, une autorité qui était de plus en plus contestée par les Palestiniens, et certaines villes de Jordanie étaient en fait entièrement contrôlées par ces Palestiniens. Christian Bernadac, notre envoyé spécial en Jordanie, était hier à Irbid, quelques heures avant le début des combats. Irbid, c'est la seconde ville du royaume, elle se trouve à peu près à 80 km d'Amman. Et depuis quelques heures, Irbid est entièrement aux mains des Fédayines, les Fédayines de tous les groupes de libération. Nous sommes ici dans une voiture de patrouille du FPLP avec des hommes qui ont de l'armement soviétique. Et pour venir ici, sur les 80 km de route, nous n'avons trouvé que quelques patrouilles de l'armée royale jordanienne et quelques patrouilles également de l'armée irakienne. Donc pour les Palestiniens, cette ville d'Irbid est en quelque sorte un moyen de chantage, un moyen de pression sur le gouvernement central d'Amman. Il est évident que si le gouvernement royal et particulièrement les forces bédouines voulaient reprendre Irbid, eh bien il y aurait des combats vraiment furieux car nous sommes promenés très longuement dans la ville. Il y a de très nombreux bunkers, les hommes ont creusé des abris. Je pense que si l'armée royale attaquait Irbid, il y aurait vraiment de très nombreux morts. Ce reportage a quelques heures, il a été fait hier après-midi. Vous voyez que Christian Bernadac ne se trompait pas, hélas. Alors, Jean-Pierre Anquery, il est évidemment impossible de faire des pronostics,
Mais quelles sont les forces en présence? Quel est le rapport de force? Oui, je vous ai préparé quelques tableaux parce qu'il vaut mieux voir ça en ayant des chiffres sous les yeux. Voilà. Alors, Jordanie, 53 000 hommes. Mais comme je vous le disais hier, ces 53 000 hommes ne sont pas uniquement des hommes dévoués à la cause du roi. Il y a des Palestiniens d'une part et il y a également des Jordaniens. Vous voyez, garde royale, un bataillon blindé. Ça, c'est vraiment le bataillon qui est dévoué au roi, qui se ferait tuer pour lui. 180 chars moyens. On nous a enlevé le tableau. Oui, on va nous le rendre peut-être. J'espère. Non. Non, on voit l'armée bien, jordanienne. Là, alors, disons qu'il y a 180 chars moyens M47 et 48 qui sont des chars faits aux États-Unis, 180 chars moyens Centurion qui, eux, sont faits en Angleterre. Mais là où la Jordanie est en mauvaise posture, c'est en ce qui concerne ses forces de l'air. Vous voyez, 12 Hawker Hunter qui sont des jets anglais, mais aujourd'hui bien dépassés, et puis quelques avions américains, mais qui, eux, ne sont pas encore opérationnels. Alors, face à cette armée jordanienne, les Palestiniens. Difficilement chiffrable, je suppose. Difficilement chiffrable, disons en gros 20 000 hommes, dont peut-être le quart sont des troupes d'élite, sachant manier un katyusha, n'est-ce pas, sachant manier une mitrailleuse lourde. En revanche, ce que je voudrais maintenant vous montrer, ce sont les forces irakiennes. Alors, vous voyez, 70 000 hommes, une division blindée, 300 chars T-54 et 55, qui sont des chars lourds de fabrication russe, 150 chars T-34, toujours russes, mais moins lourds, 50 centurions britanniques. Et puis alors, du point de vue de l'armée de l'air, l'Irak est beaucoup plus puissant que la Jordanie. Vous voyez, 120 MiG-21, 60 Sukhoi. Alors, en Jordanie même, l'Irak possède à peu près 12 000 hommes, mais ces 12 000 hommes étaient, il y a peut-être encore un mois, étaient constitués par de la défense antiaérienne et par des canons à longue portée. Les Irakiens avaient mis ces canons à longue portée pour essayer de bombarder Israël, de bombarder la Cisjordanie occupée. Depuis un mois, ils ont fait venir, en plus de ces 12 000 hommes, environ 5 000 hommes, avec cette fois-ci des chars, de l'artillerie légère et des blindés. Alors, l'intervention irakienne en Jordanie, si elle est confirmée, il semble bien qu'elle le soit, peut avoir quelles conséquences? Est-ce qu'on peut arriver à une guerre entre la Jordanie et l'Irak? On peut très certainement arriver à une guerre entre la Jordanie et l'Irak, mais là, je ne peux pas vous répondre, il faut attendre les événements. Ce que je peux vous dire, que si l'Irak intervient, eh bien, on peut s'attendre à deux réactions. D'une part, une réaction des autres pays arabes qui essaieront d'intervenir à leur tour pour obtenir un cessez-le-feu, et d'autre part, si le roi Hussein se trouvait en mauvaise posture, on peut être à peu près certain qu'Israël ne resterait pas les bras croisés et qu'il y aurait une intervention israélienne. Cette même intervention israélienne se produirait certainement, même si l'Irak n'intervenait pas et que les forces du roi Hussein se trouvaient en mauvaise posture devant les seuls Palestiniens. Alors, autrement dit, vous pensez que les Israéliens ne supporteraient pas une victoire des Palestiniens, appuyée ou non par les Irakiens? Ah, certainement pas. Certainement pas. En revanche, si le roi Hussein l'emporte, et là on ne peut pas savoir pour combien de temps il pourrait l'emporter devant le grand nombre de Palestiniens qui habitent la Jordanie, eh bien à ce moment-là, on peut dire qu'il y aurait de nouvelles chances pour que la négociation Jaring reparte sur de nouvelles bases. Cela nous, à l'heure actuelle, paraît évidemment assez improbable. Bien alors, des dernières dépêches nous annoncent maintenant des mouvements de chars à la frontière entre la Jordanie et la Syrie. On ne sait pas trop de quel char il s'agit. Non, je crois qu'il faut attendre. Dans ce contexte, on est évidemment très inquiet sur le sort des 54 otages que les Palestiniens détiennent toujours. Cependant, le gouvernement britannique a lancé ce matin un appel à la fois aux Jordaniens et aux Palestiniens en leur demandant d'épargner la vie, de veiller sur le sort de ces otages. Et puis, parallèlement à ces événements du Moyen-Orient, ce matin, il s'est passé quelque chose à Paris à la conférence sur le Vietnam. En effet, le ministre des Affaires étrangères des Vietnamiens du gouvernement provisoire, des Viet Cong, a présenté ce matin à la conférence une nouvelle initiative en 8 points portant à la fois sur les problèmes militaires et politiques du Vietnam. En fait, c'est une initiative donc des Viet Cong et par la force des choses des Nord-Vietnamiens pour essayer de dégeler la conférence. On a peu de précisions pour l'instant sur ces déclarations et ces propositions qu'ont faites ce matin les Viet Cong, mais je vois que sur le plan militaire, ils ont déclaré que si les États-Unis s'engageaient à retirer toutes leurs troupes et celles de leurs alliés avant le 30 juin 1971, les forces populaires ne lanceraient pas d'attaque contre ces troupes pendant leur retrait. En outre,
les Nord-Vietnamiens, proposent de relancer la discussion politique et de rouvrir des négociations avec tout gouvernement qui serait formé à Saigon sans la participation du président Nguyen Van Thieu et du vice-président Nguyen Cao Ky. Bien entendu, ce n'est pas la solution, mais peut-être cette initiative des Nord-Vietnamiens va-t-elle permettre de relancer la conférence de Paris sur le Vietnam qui, depuis des mois, s'enlisait dans l'inutilité. La politique française maintenant est tout d'abord les élections de Bordeaux à 3 jours du scrutin. Un sondage effectué lundi et mardi dans la région bordelaise montrait qu'à cette date, sur 100 électeurs qui avaient fermement pris leur décision, 55% se prononçaient en faveur de M. Jacques Chaban-Delmas et 21% en faveur de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors, Guy Claes, une très légère baisse pour M. Chaban-Delmas qui garde cependant de bonnes chances de l'emporter dès le premier tour et une légère progression pour M. Servan-Schreiber qui reste pourtant très en dessous de la barre des 30% qu'il s'était lui-même fixée. Oui, Alain Cancet, c'est pourtant ce que je vais vous dire va peut-être un peu vous surprendre, mais je crois que finalement tout le monde est assez content de ce sondage. M. Chaban-Delmas d'abord. Évidemment, sa cote baisse de 2 points puisqu'il descend de 57 à 55%, mais s'il conservait ces 55% dimanche prochain, eh bien ce serait tout de même un très beau score, car il ne faut pas oublier qu'en 1968, il avait été élu au premier tour avec seulement 52,22% des voix. Donc, M. Chaban-Delmas, pour l'instant, a tout lieu de s'estimer satisfait. Ses positions n'ont pas été beaucoup entamées par la campagne de M. Servan-Schreiber. M. Servan-Schreiber lui-même, eh bien, il monte quand même de 16 à 21%. Il n'a pas commenté ce sondage, un peu par superstition peut-être, mais il m'a semblé assez satisfait, car au fond, il ne savait pas si sa campagne ici avait porté, et il avait un peu peur, je crois, de rester autour des 16% que lui accordait le premier sondage. Donc il a le sentiment qu'il a décollé, qu'il peut encore gagner un certain nombre de points et dépasser les 25%. Alors, sans trahir de secret, je crois pouvoir vous dire maintenant que s'il obtient 25% ou un peu plus, il sera assez satisfait. Cela dit, il faut rappeler, je crois, qu'il s'agit d'un sondage. Ce n'est qu'un sondage, c'est bien sûr une photographie prise lundi et mardi. Les choses peuvent encore évoluer, et puis ce sont des intentions de vote. Enfin, M. Taïx, le candidat de la Convention, est assez content lui aussi. Vous savez qu'il avait été assez douloureusement surpris par le premier sondage qui le plaçait à 11%. Il avait peur de continuer à perdre des voix. Finalement, il se retrouve à 10, il n'a perdu qu'1%. Et encore, il pense que depuis la prise de position de M. Mitterrand en sa faveur, peut le faire remonter. Il est persuadé qu'il va regagner des suffrages. Quant aux autres, eh bien, le Parti communiste maintient ses positions à 8%. Le PSU perd un peu, 2% des voix, sans doute au profit de M. Servan-Schreiber, on n'en est pas très sûr. Enfin, seul avec M. Servan-Schreiber, le trotskiste, M. Barthélemy, gagne des voix. Il gagne 2% de suffrages, on ne sait pas, 1,5%, pardon. Je serais bien en peine de vous expliquer pourquoi, la Cancès. Merci Guy Claes. À Chamonix, seconde journée de la session d'études des parlementaires UDR. Et je crois, à Daniel Brême, qu'on devait aujourd'hui, avec M. Chalandon, parler de régionalisation. Eh bien, ce qu'il faut dire surtout, c'est que le discours marquant de cette matinée, car M. Chalandon ne parlera que cette nuit, a été prononcé par M. Marc Jacquet, le président du groupe UDR. C'est là l'avis du reste de tous les observateurs. Car dès le départ, il a fait allusion à Bordeaux, affirmant « Il est bon que l'arrière ne relâche pas son effort pendant que la première ligne subit l'attaque de l'adversaire ». Ainsi que le disait récemment M. Poujade, nous gaullistes, nous ressentons une secrète volupté à l'idée de reprendre les combats. Avec humour, il ajoute « Ne jouons pas pour autant à D'Artagnan, même en Gascogne, tout combat doit être pris au sérieux, surtout quand le rival, au mépris des règles, prodigue ses moulinets désordonnés et porte des bottes déloyales. » M. Jacquet aborde ensuite les 2 thèmes suivants. L'organisation des pouvoirs, avec le rôle prééminent joué par le président de la République. Il souligne à ce propos la solidarité accrue entre le chef de l'État et le gouvernement et la majorité qui le soutient. En fait, sinon en droit, affirme-t-il, leurs destins respectifs sont inséparables. Nous n'en avons pas assez conscience. M. Jacquet réclame, comme l'ont fait à Versailles M. Poujade et Tomasini, une participation pleine du groupe UDR à l'action du gouvernement. Il ne faut pas, dit-il, leur préférer au stade de la concertation d'autres organisations, même représentatives. Donc réclamation au Premier ministre. Il suggère du reste une meilleure organisation des relations entre l'ensemble de la majorité et du gouvernement. Parmi les suggestions retenues, celle de M. Béguet qui propose que les députés deviennent pendant les intercessions des inspecteurs de la nation, appréciant par exemple le comportement de l'administration envers les citoyens. Enfin, le président du groupe conclut ainsi. Mais je veux affirmer en votre nom
notre désir de servir, notre volonté de combat. Notre force potentielle, forgée par 20 ans de militantisme, constamment inspirée par une grande pensée toujours vivace en nous, notre force est immense. Le pays le sait. Ce qu'il nous reproche, c'est de ne pas toujours nous en servir vraiment. C'est de nous laisser sensibiliser par les critiques des sectaires, des systématiques, des quinteux, des impuissants. C'est de ne pas nous affirmer comme nous sommes, sans complexe, sur la route du progrès et de la justice. Mais voici que nous pouvons prendre un nouveau tournant. Le combat de Bordeaux nous y pousse. En notre nom à tous, Jacques Chaban-Delmas y souffle à nouveau, à la hauteur du gaullisme, notre enthousiasme, notre foi, notre jeunesse. Demain, dans son combat avec l'ange, un ange noir, il vaincra, et cette victoire sera aussi la nôtre. Il nous faut ajouter que la matinée avait été marquée par la fin du débat sur la régionalisation, la déconcentration et la décentralisation des thèmes que l'on évoque aussi bien, vous le savez, à l'Élysée qu'à Chamonix. Les orateurs ont été particulièrement nombreux. On a entendu successivement ce matin messieurs Olivier Stirne, Louis Joxe et Pierre Dumas. Ils ont tous réclamé une réforme des collectivités locales et plus de pouvoir pour les départements et les communes qui, ont-ils affirmé, fait leurs preuves. La déconcentration a été souhaitée la plus large possible. Notre souci, a dit M. Joxe, en accomplissant ces réformes, est de réveiller l'esprit civique des citoyens. Un ami sénateur, non seulement pouvait, mais avait le devoir de le rappeler publiquement. Messieurs Carous, sénateurs, devaient s'intéresser à l'ensemble des problèmes communaux, tandis que M. Billotte, un peu plus tard, réclamait la création d'une commission pour étudier la nouvelle société. Il proposait également, compte tenu des résultats des sondages d'opinion effectués très souvent, de regrouper les élections législatives, sénatoriales et municipales et de les faire tous les 3 ans. Cet après-midi, suite du débat de politique générale, et vous le savez, demain, intervention du Premier ministre qui devrait clôturer les débats, mais il n'est pas exclu que M. Michel Debré prenne la parole au banquet. Merci Daniel Brem. À Paris, une conférence de presse de M. Fontanet, le ministre du Travail, sur les problèmes de la rentrée sociale. Claude Carré y assistait. Claude Carré? Je pense que nous allons être en liaison avec vous. Oui, la conférence de presse de M. Fontanet et de M. Philippe Dechartre vient de se terminer. 2 problèmes importants ont été abordés aujourd'hui. Tout d'abord, la rentrée sociale. Vous savez que les syndicats ont déjà manifesté leur mécontentement devant la hausse des prix, devant la disparité des salaires et devant les difficultés du pouvoir d'achat. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que déjà des mesures ont été prises par le gouvernement? En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement n'a pas à intervenir puisque les salaires sont fixés par libre discussion et d'ailleurs, au cours du premier semestre, ils ont progressé nettement plus que les prix. Alors, il peut y avoir un problème dans le secteur public où les salaires sont fixés de façon évidemment plus rigide. Mais dans les accords qui avaient été conclus entre les fonctionnaires, le personnel, les entreprises nationales et l'État ou les directions des entreprises nationales, des clauses de révision existaient pour le cas où les prix augmenteraient plus que ce qui était prévu. C'est par conséquent sur ces accords qu'il faut maintenant s'appuyer dans la fidélité à leur esprit pour trouver la solution d'un problème qu'il ne faut d'ailleurs pas exagérer, car si en effet, et c'est regrettable, les prix ont augmenté plus que prévu, cette augmentation reste quand même relativement limitée, seulement 0,6% de plus que ce qui avait été prévu pour le premier semestre. Alors, deuxième problème, l'emploi. Comment peut-on faire coïncider les offres et les demandes d'emploi? Oui, c'est évidemment une question à laquelle il est très difficile de répondre brièvement. Disons d'abord que le choix qui a été fait d'un taux d'expansion élevé est la meilleure garantie qu'il y aura des offres d'emploi qui pourront correspondre aux demandes.
Ceci dit, il y a des mutations économiques, des reconversions nécessaires qui doivent conduire à une politique active, soit de placement, soit de formation professionnelle, pour permettre à ceux qui auraient à changer d'activité de le faire dans les meilleures conditions. Eh bien, c'est pourquoi, d'une part, l'Agence de l'emploi va trouver un nouvel essor dans les mesures que nous sommes en train de prendre et pour lesquelles, d'autre part, nous allons accorder le maximum de moyens possibles à la formation professionnelle, qui est finalement le meilleur instrument de reconversion, bien sûr, mais surtout de promotion humaine et sociale pour les travailleurs. Merci, Monsieur le Ministre. À vous, Alec Ansès. M. Duhamel, lui, vient d'annoncer une importante réforme du Crédit Agricole, une réforme qui devrait permettre à cet organisme de jouer un rôle plus important encore dans l'économie française. Le ministre a expliqué ces 3 intentions majeures à nos camarades de la station de Nantes. Le premier qui consistait à essayer d'améliorer la situation foncière pour les agriculteurs, soit qu'ils achètent eux-mêmes, soit qu'ils louent, et pour faciliter l'achat pour qu'ils soient loués. La facilité aussi pour les non-agriculteurs de constituer des sociétés de famille, de résoudre des problèmes successoraux, des soultes. Le second objectif consistait à animer la vie, le monde rural, non seulement agricole, mais rural, c'est-à-dire avec des activités artisanales. Tout l'artisanat pourrait être financé par le crédit agricole dans les communes de moins de 5000 habitants. Par le tourisme, c'est déjà vrai pour les équipements publics touristiques, ce sera vrai pour les équipements privés touristiques dans les zones de moins de 5000 habitants et dans les zones de rénovation rurale. Et les industries, j'ai dit partout les industries agricoles et alimentaires, et dans les communes de moins de 5000 habitants, les industries, leur création, leur développement, qui ont un avantage pour l'activité agricole ambiante. Et puis enfin, le dernier objectif était d'améliorer la situation, les conditions de vie des familles agricoles. Et pour cela, de permettre au Crédit Agricole de leur faire des prêts personnels, des prêts particuliers, toujours dans les communes de moins de 5000 habitants, aux agriculteurs eux-mêmes et dans ces communes, à ceux qui participent à la vie rurale et qui travaillent principalement pour le monde rural. Et c'est cet ensemble de mesures qui ont été mises au point par le gouvernement comme une première étape. La seconde étape a également été définie au cours de cette même assemblée par M. Duhamel. Il s'agit d'abord qu'avec les autres formes de crédit agricole, non affiliées à la Caisse nationale, avec les autres formes de crédit mutuel, il y ait les rapprochements, les conjonctions voulues pour dominer certaines réticences qui peuvent encore exister, de manière à constituer, tel est mon avis et mon objectif, une force mutualiste dans le domaine du financement. Et ainsi pouvoir apporter avec une force accrue la concurrence avec sa liberté et ses rigueurs, de manière à, dans ce domaine de l'activité bancaire, renforcer, stimuler une concurrence qui, à mon avis, n'est pas encore suffisante. En sport, hier, un bien mauvais match de Saint-Étienne en football, battu 3-0 par Cagliari. Saint-Étienne a pratiquement perdu toutes ses chances dans la Coupe d'Europe des clubs champions. Aujourd'hui, à Télémidi, une invitée, une jeune fille qui nous a fait l'honneur et le plaisir de venir nous rendre visite. C'est mademoiselle Bandaranaike. Mademoiselle Bandaranaike n'est pas seulement une jeune fille, c'est aussi la fille du Premier ministre de Ceylan, actuellement en visite à Paris. Or, mademoiselle, je crois que vous faites des études à Paris vous-même. Oui. Et les études de sciences politiques. Pourquoi les sciences politiques? Parce que je m'intéresse à la science politique, en particulier. C'est l'exemple de votre mère? Pas nécessairement. Je crois qu'elle a été la première femme à être Premier ministre dans le monde, non? Oui. Est-ce que vous en êtes fier? Oui. C'est très bien. Mademoiselle, je voudrais que vous regardiez avec nous un film que Francis Dutertre a ramené de votre pays de Ceylan. C'est un reportage sur une fête religieuse. L'occidental qui a perdu ses mythes n'entre jamais d'emblée en Asie, dans sa foule, dans son foisonnement de symboles et de signes. Ici, à Ceylan, pendant ces fêtes annuelles, où la procession diurne de l'éléphant roi des bouddhistes fait écho au rite nocturne des Tamouls venus de l'Inde voisine, l'occidental est toujours un barbare en Asie.
Pendant des jours et des semaines, en juillet et en août, toute l'île se prépare et se purifie en vue de la cérémonie qui durera 10 jours et 10 nuits. Et parce qu'un seul éléphant impur ferait tache, toute la gent éléphante est conduite au bain, soumise aux ablutions en hommage à l'éléphant sacré, unique, celui qui, porteur d'une châsse en or, ne quittera le temple qu'à la nuit. On dirait que c'est la même eau, l'eau du fleuve, celle du rêve et celle du mythe, qui accomplit l'alliance du profane et du sacré, de l'ancien et du moderne, de l'éternel et du quotidien. Y compris cette quotidienne charge de verdure que l'éléphant porte autour du cou et qui sera son repas. Ici, le temps vécu est celui du mythe et non de l'histoire. Du mythe qui a l'extraordinaire propriété de tout assimiler, de tout naturaliser, objet, symbole, valeur. Ces éléphants sont non seulement symboles de sagesse, mais aussi de prospérité, de richesse et même de filiation politique, chaque parti étant censé déléguer son éléphant à la grande fête bouddhiste. Les partis politiques comme cette fontaine de bronze, vestige de l'ex-colonisateur britannique, sont des emprunts faits à l'Occident. Mais derrière des mots et des slogans identiques, malgré une orientation gouvernementale authentiquement socialisante, quel communiste, quel trotskiste, quel socialiste occidental se reconnaîtrait ici? Car ici, le mythe dévore l'histoire. Le temple de Candie abrite la relique du Bouddha et l'éléphant sacré. Cette nuit, ce 15 août, l'éléphant sortira de l'enceinte porteur d'une châsse vide, car jamais la relique ne quitte son reliquaire. Elle est le glaive, le rempart de Ceylan et du bouddhisme. Elle est l'immobile, le silence au cœur du tourbillon. Comment l'occidental pourrait-il déchiffrer ce foisonnement de gestes rituels et de symboles? Comment peut-il comprendre que pendant la grande fête annuelle de la Peraera, tous les rites et tous les jeux, toutes les traditions et toutes les danses, toutes les émotions et toutes les pensées, tous les gestes symboliques, tous les objets, toute la munificence des caparaçons, des pierres précieuses semées à profusion sur des étoffes rutilantes, toutes les soieries tissées d'or et d'argent, et qu'enfin l'assourdissant tintamarre des gongs, des tambours, des flûtes, la liesse populaire, le recueillement des anciens, l'attente de la nuit et de l'heure propice calculée en fonction de la position des astres et des cérémonies d'exorcisme, tout cela, littéralement tout, est une salutation, un hommage à l'immobile, au silence. Je suppose, mademoiselle, que vous avez déjà assisté à cette fête qui a l'air très belle. Souvent.
Est-ce qu'à côté de cette image un peu traditionnelle du monde de Ceylan, est-ce qu'il y a une évolution qui est perceptible quand même? Sûrement, parce qu'il y a le côté superstitieux, religieux qui existe en même temps que le moderne. Il y a un mélange assez curieux, mais ça change vite. Est-ce que les jeunes, par exemple, quelle est leur attitude face à ces mythes, face à cette tradition? Ça dépend de quel milieu. Parce que les jeunes éduqués, c'est plutôt, je crois, un spectacle qu'ils assistent à ces rites que... Comme un spectacle. Une dernière question, si vous le permettez. Quelle est la place de la femme dans la société singalaise? Tout à fait égale avec la femme, juridiquement. Et je crois que vous m'avez dit que Ceylan avait été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes. Non, je ne crois pas que ce soit le premier pays, mais c'est un des premiers pays parce que c'était en 1933 que le droit de vote a été accordé. Et l'un des rares pays à avoir un Premier ministre qui est une femme, et votre mère. Mademoiselle, je vous remercie de votre visite. Et maintenant, il faut revenir à des choses plus sévères, à la Bourse de Paris, avec Gérard Vidalange. Je ne vous surprendrai pas, Alain Cassès, en vous disant que l'homme dont on parle le plus aujourd'hui à la bourse, c'est bien sûr le roi Hussein. Et tous les boursiers que j'ai rencontrés m'ont dit sans embâche que si le petit roi se faisait dévorer, la bourse baisserait. En tout cas, pour l'instant, elle se tient même relativement bien, étant donné ce qui se passe à Amman. Les bruits de guerre n'ont pas suffi à détacher la bourse de Paris de celle de New York, et hier, la bourse de New York était relativement bonne. Pour une fois, cette liaison avec New York a joué donc dans le bon sens. Mais je crois qu'on peut dire d'une façon plus générale qu'elle constitue un boulet pour la bourse de Paris. Cette liaison, en effet, n'a pas permis aux grandes valeurs françaises de monter au cours des 12 derniers mois, alors que les sociétés françaises gagnaient beaucoup d'argent. Et la liaison avec Wall Street, en dehors des événements d'aujourd'hui, empêche les initiatives. Un certain nombre d'experts américains ne sont pas d'accord, en effet, avec les prises de position optimistes de leur gouvernement. Ces positions, nous les connaissons, elles ont été répétées hier par le secrétaire d'État, le sous-secrétaire d'État au Trésor, M. Charles Walker. M. Walker a affirmé que la baisse du prime rate devrait se généraliser. Vous savez que le prime rate, c'est le taux de base de tous les prêts bancaires aux États-Unis. Et donc, si le taux de base baisse, eh bien, l'argent sera plus facile pour tout le monde, les affaires seront plus faciles et la bourse devrait monter. Eh bien, ces experts qui sont sceptiques ne croient pas à cette vision idyllique des choses et ils craignent que l'effort des autorités monétaires pour rendre l'argent plus facile n'aille pas au-delà des élections législatives qui se passeront, vous le savez, en novembre prochain. Et ces experts redoutent que le début de 1971 connaisse une nouvelle remontée des taux d'intérêt. Ceci parce que le dollar est toujours une monnaie un peu malade, que la balance des paiements américaine n'est toujours pas redressée, et d'autre part que la livre va mal, que la livre est au premier rang des monnaies faibles, et que la solidarité jouant entre le dollar et la livre, il est difficile que les Américains laissent les Anglais remonter seuls leur taux d'intérêt sans suivre un petit peu le mouvement s'il y a un problème de spéculation et de défense contre les spéculateurs. Alors, ces sceptiques, ces observateurs qui ne croient pas aux déclarations des gouvernements américains se parodient un petit peu les affirmations antérieures de leurs ministres qui avaient dit qu'il n'y avait pas de vraie récession aux États-Unis au moment où la production baissait, et ils disent qu'il n'y aura pas non plus de vraie reprise. Donc ce climat alourdit bien sûr l'ambiance financière sur toutes les places, et elle fait qu'on piétine, ce que fait la Bourse de Paris encore aujourd'hui, je le répète, mais ce n'est pas si mal de piétiner étant donné la situation au Moyen-Orient. L'or, bien sûr, en raison de cette situation, a eu tendance à monter, en tout cas le lingot et la barre qui sont liés aux cours internationaux. On a monté à Londres, donc on monte à Paris sur le kilo, alors que les pièces, elles, sont irrégulières. Ici, la Bourse de Paris, à vous Alain Cancès. Eh bien, précisément, au Moyen-Orient, en ce moment, les combats continuent à travers toute la Jordanie entre les Palestiniens et les forces du roi Hussein. Il y a des mouvements de chars à la frontière syro-jordanienne, on ne sait pas trop de quels chars ni dans quelle direction. Et les troupes irakiennes qui étaient stationnées en Jordanie seraient intervenues aux côtés des Palestiniens dans les combats. En tout cas, on apprend à l'instant que M. Arafat, le leader des Palestiniens, vient de lancer un appel au président Nasser, au président égyptien, lui demandant d'intervenir par n'importe quel moyen pour empêcher l'effusion de sang en Jordanie. Voilà, notre journal est terminé. Bon après-midi.